dessine le quadrillage du bocage. Un paysage familier entretenu par l'homme depuis des siècles pour délimiter ses terres et protéger ses bêtes. Ce milieu est artificiel, pourtant il grouille de vie sauvage. Comment les plantes et les animaux se sont-ils adaptés à la présence des humains? Quels liens invisibles unissent ces deux mondes? Dans le bocage, l'extraordinaire se cache dans l'ordinaire. Mais rares sont les régions françaises qui ont su le préserver. Le bocage de Bourgogne révèle l'un des visages de la France sauvage. La haie offre aux oiseaux un vrai banquet de Saint-Sylvestre. Pour le merle et la mésange, les baies rouges de l'églantier sont autant de billes de caviar, de bonbons à la vitamine C. Côté festin, le rouge-gorge n'aime pas partager. C'est un solitaire que l'on rencontre toute l'année au détour des chemins. En hiver, le rouge-gorge gonfle ses plumes pour s'envelopper d'air chaud. Son plumage lui offre la plus douillette des doudounes. Le chevreuil est une autre silhouette familière du bocage. On l'aperçoit souvent en lisière des bois où il sait qu'il peut se réfugier rapidement. En cas de danger, son derrière blanc se hérisse. C'est un signal d'alarme visuelle en forme de haricot chez les mâles et de cœur chez les femelles. Le chevreuil a laissé une grosse touffe de poils en passant sous un barbelé. Il commence à perdre sa fourrure grise de l'hiver. C'est un des mille et un petits signes annonciateurs du printemps. Les journées s'allongent, la température monte, la neige fond. Dans le bocage du Morvan, les cours d'eau ont gardé leur courbe sauvage. Ils serpentent naturellement au milieu de haies bien droites. Dès février, les hautes branches de la haie servent de podium au premier concert du printemps. Pour la mésange, la fauvette ou le chardonneret, la saison des amours a déjà commencé. C'est la Saint-Valentin. Dans les prés, les vaches sont aux premières loges. Comme tous les mammifères, les vaches perdent leurs poils d'hiver. Sans le savoir, elles font des cadeaux de noces aux oiseaux. À leurs pieds, tous cherchent des matériaux pour la chambre des petits.
Une belle touffe en guise d'édredon. Ça tombe pile poil pour la mésange charbonnière. Dans le sous-sol de la prairie, le campagnol s'est creusé un labyrinthe de galeries. Au centre, un petit nid d'herbe sèche tout confort, à l'abri des regards. Pour le campagnol, les prairies du bocage sont un gigantesque plateau de crudité. Comme tous les rongeurs, il grignote sans arrêt. Et pour éviter l'usure, ses dents poussent, elles aussi sans arrêt. À la moindre alerte, le campagnol file se cacher. C'est un hyperactif, dont l'espérance de vie ne dépasse pas 1 an et demi. Pour compenser, il se reproduit très vite. Très très vite. Chaque femelle peut avoir jusqu'à 60 petits dans la même saison. Dans le bocage, la multiplication des campagnols est freinée par ses ennemis naturels. Le plus actif est le renard roux. Il est à l'aise partout, maître renard. Et il adore les campagnols. Oreilles en alerte, le renard chasse à l'approche. Dans la chasse aux campagnols, le renard a un concurrent sérieux, la buse variable, l'autre super prédateur du bocage. La buse chasse à l'affût. Elle a le bec solide et crochu des oiseaux de proie, les serres aiguisées et la vue perçante. Deux prédateurs, deux méthodes. En éliminant les rongeurs, le renard et la buse préservent les cultures.
Mais quand on est chasseur, on n'est pas toujours le bienvenu. La corneille déteste les rapaces. Ce sont pour elle des prédateurs et des concurrents qu'elle n'hésite pas à attaquer en plein vol. Dans un terrier creusé sous la haie, la renarde a mis bas en secret. Les petits ont à peine 2 semaines. Ils n'ont pas encore ouvert les yeux. Ils sont totalement dépendants de leur mère qui les allaite et les toilette jour et nuit. Mars. Les rayons du soleil réveillent le Morvan. Le long des chemins surgissent les animaux qui avaient disparu pendant l'hiver. Tel un dinosaure miniature, le lézard se chauffe au soleil. Pour lui aussi, la base de la haie est un abri. Pendant que le lézard lézarde, les fourmis fourmillent. Elles s'éveillent aussi, surexcitées par les premiers beaux jours. Les étages de la haie, c'est le grand réveil du printemps. Au dimanche des rameaux, les bourgeons éclosent dans la haie. Dans toute la Bourgogne, le monde végétal reprend vie. Les pruneliers colorent le bocage en blanc. Au pied de la haie, les pâquerettes annoncent les fêtes de Pâques. Les pissenlits appellent les insectes avec leurs couleurs vives et leurs parfums.
Le bourdon terrestre est l'un des premiers à pointer ses mandibules dehors, encore engourdi par l'hibernation. Avant de pouvoir décoller, il doit battre des ailes pour chauffer son corps. Au printemps, il n'existe aucun mâle chez les bourdons. Tous ceux que l'on rencontre sont des femelles. Celle-ci a survécu à l'hiver et une mission essentielle l'attend. Elle doit fonder une colonie pour assurer la survie de son espèce. Première étape, reprendre des forces en butinant. La future reine possède sur elle tous ses outils de récolte. Pour transporter le pollen, elle a sur ses pattes des sacs à provisions. Pour aspirer le nectar, elle se sert de sa langue comme d'une paille, un précieux instrument qu'elle nettoie régulièrement. La deuxième étape est cruciale. Elle doit trouver un emplacement pour installer son nid. Le terrier abandonné du campagnol fera parfaitement l'affaire. En chassant le rongeur, le renard et la buse ont donné à l'insecte un sacré coup de patte. Une belle chambre spacieuse, un tunnel de sortie, c'est un vrai paradis. Avril. Le printemps explose dans le Morvan. La haie a désormais toutes ses feuilles. Plus que jamais, elle est l'épaisse muraille végétale qui protège les bêtes et les plantes. Au pied de la haie, une drôle de fleur joue les pièges à mouches, l'arome. Dans son cornet, une tige se dresse comme un bâton d'encens. Elle émet de délicieux parfums de charogne, irrésistibles pour les insectes. Attirés par les odeurs, les moucherons plongent dans le cornet. Mais des poils les empêchent de remonter, comme un tourniquet à sens unique. Les moucherons restent prisonniers dans l'arôme pendant plusieurs jours, le temps de s'imprégner de pollen. On peut en compter 20, 30, parfois même des milliers. Quand leur prison se fanera, ils iront se faire piéger dans d'autres arômes et ils les féconderont. Partout, c'est la saison des amours. À quelques mètres de l'arôme, les lièvres suivent la mode. Une femelle diffuse ses parfums aphrodisiaques. Les mâles en surchauffe courent comme des fous et s'imprègnent de ses effluves. Retour au domaine des bourdons.
où la future reine a terminé son grand ménage de printemps. L'ancien repère du campagnol est maintenant digne d'accueillir sa future progéniture. Troisième étape, fabriquer des urnes avec de la cire. La femelle bourdon les remplit de miel et de pollen avant de pondre à l'intérieur. Quand il fait froid, elle couve ses œufs. Elle secoue son corps pour faire monter la température et mieux chauffer ses petits berceaux. En surface, le bocage change à nouveau de visage. Après la période blanche des pruneliers, les églantiers sont désormais les stars de la haie. Les églantines sont les ancêtres sauvages des roses, et les insectes butineurs en raffolent. Parmi eux, l'abeille domestique, qui n'est autre que la cousine du bourdon. Un essaim vient de quitter la ruche surpeuplée. Suivie par son armée d'ouvrières, la reine des abeilles fait une étape au cœur de la haie avant de trouver l'endroit idéal pour établir une nouvelle colonie. Les abeilles ne sont pas les seules à butiner les églantines. De nombreux insectes fécondent les fleurs qui, en échange, leur fournissent du nectar. La plupart des butineurs visitent de préférence les fleurs les mieux exposées au soleil. Elles les aident à maintenir leur température. Cette association de bienfaiteurs dure depuis 100 millions d'années. Cette chenille vorace doit consommer énormément d'églantiers pour devenir un jour un beau papillon. Plus loin, d'autres plantes familières se dressent vers le ciel, les ombellifères. Comme l'arôme, elles méritent le coup d'œil du promeneur. Leurs petites fleurs offrent de vraies pistes d'atterrissage aux insectes. Guêpes et mouches butinent sans méfiance, occupés à leur festin, mais la piste d'atterrissage cache un prédateur aussi redoutable que discret. L'araignée crabe. Elle chasse à l'affût et elle fait tout pour être mal vue. Blanche sur fond blanc, quasiment invisible. Dans chaque recoin de la haie, de mini-écosystèmes s'activent, avec leurs mini-proies et leurs mini-fauves. Quand les prés ne sont pas entourés de haies, ils le sont de fils barbelés.
Le piquet-pêche grimpe au piquet comme sur des arbres. Occupé par sa recherche d'insectes, il perturbe la pie grièche écorcheur. En mai, la pie grièche arrive tout juste d'Afrique. Le mâle porte un bandeau noir, la femelle est plus discrète. En cette saison des amours, la femelle frétille des ailes, tel un oisillon qui réclame la béquée. Et elle obtient son petit cadeau de noces. Comme la buse variable, la pie grièche chasse à l'affût. C'est le serial killer de la haie. Elle utilise les barbelés pour empaler ses victimes sur les piquants. Le couple a capturé toute une famille de campagnols pour nourrir la sienne. Dans le bocage, la haie s'est transformée en une vaste nurserie. La mésange, la bergeronnette et le pinson nourrissent leurs petits avec les insectes chassés à proximité. Un couple de mésanges peut apporter 1 millier de repas par jour. Les fientes des oisillons sont enveloppées dans des sacs fécaux que les parents évacuent régulièrement. La nature a inventé la couche culotte. Dans le sous-sol de la haie, une première ouvrière sort enfin de sa cellule. Très vite, les éclosions se succèdent. La reine a maintenant plusieurs ouvrières pour l'aider.
Certaines s'occupent de consolider les urnes ou donnent la béquée à leur petite sœur. D'autres s'aventurent au dehors pour rapporter le précieux pollen des fleurs du bocage. Au mois de juin, parmi les renoncules, de douces créatures broutent en famille. Le bétail joue un rôle actif dans l'équilibre du bocage. En broutant, les vaches empêchent les broussailles et les grandes herbes de pousser trop haut. Elles ouvrent le paysage et permettent aux fleurs de s'épanouir à la lumière. Dans le troupeau, le taureau n'est pas forcément le dominant. Il reste souvent à l'écart et s'intéresse aux femelles, surtout lorsqu'elles sont en chaleur. Les vaches explorent le monde avec le nez, mais aussi avec la langue. Elles se lèchent souvent et l'utilisent comme gants de toilette avec leurs petits. C'est aussi grâce à leur langue qu'elles arrachent les herbes, car il leur manque des dents. Les vaches n'ont pas d'incisives sur la mâchoire supérieure. En revanche, pour brouter, les chevaux ont la chance d'avoir toutes leurs dents. Sans ces animaux domestiqués par les hommes, il n'y aurait pas tant de belles fleurs ni d'insectes dans les prairies. Comme la haie, la prairie est un milieu artificiel contrôlé par l'homme, mais investi par la vie sauvage. La famille renard s'est installée entre les deux. Le bocage lui offre le repos, mais aussi un territoire de chasse, ou une aire de jeu pour les renardeaux. Jouer chez les jeunes prédateurs, c'est d'abord attraper. Et pour les jeunes herbivores, c'est courir. La femelle du chevreuil mène ses faons là où l'herbe est grasse, toujours attentive à leur sécurité. Les lapins de Garenne restent à proximité du terrier. Ils se comportent déjà comme des proies potentielles. En jouant, ils s'entraînent à sauver leur peau. Proie ou prédateur, chacun fait l'apprentissage de la survie.
Les feux d'artifice du 14 juillet résonnent de village en village. Les occupations des humains sont étranges, mais la renarde n'y perçoit pas de danger. Chacun vit dans son monde. En juillet, l'homme fauche la prairie. C'est une aubaine pour la vie sauvage. Le foin coupé rend les proies plus visibles et la renarde en profite. Un campagnol, 2 campagnols, puis 3, puis 4. Elle accumule des provisions records. Pour nourrir ses petits, la renarde chasse inlassablement, quasiment jour et nuit. En une année, une seule renarde peut éliminer plusieurs milliers de rongeurs. Depuis qu'ils jouent en plein air, les renardeaux ont un appétit d'ogre. La renarde fait régner l'ordre. En bonne mère, elle éduque ses petits avec ses moyens. Coup de gueule et petite raclée. Elle enseigne aussi par l'exemple. En enterrant une proie, elle leur montre comment faire des provisions. Fin juillet, la récolte du foin se termine. Les meules ponctuent désormais le paysage. Sous la main de l'homme, le bocage du Morvan s'est à nouveau transformé. La buse variable en profite aussitôt. Les ballots de foin sont autant de postes d'affût, au cœur d'un terrain de chasse maintenant bien dégagé. La buse a une arme secrète. Elle perçoit les ultraviolets reflétés par les urines des rongeurs. Elle n'a plus qu'à surveiller les pistes qu'ils ont marquées et à guetter leur passage.
Les jours d'orage, la haie joue un nouveau rôle. Elle régule les excès de la météo. Ses racines limitent l'érosion des sols, elles épongent les grandes pluies et restituent l'humidité pendant les canicules. Si les vaches n'aiment pas la pluie, une autre bête à cornes n'attend qu'elle pour sortir. L'escargot ne pourrait pas vivre sans eau, alors qu'il est capable de jeûner plusieurs années. Il est bizarre, l'escargot. À la fois fille et garçon, il a la tête au bout du pied, les yeux au bout des cornes, les dents sur la langue, l'anus dans la narine. Il pond par la tête et il boit par la peau. En août, la colonie de bourdons est à l'apogée de son cycle. Elle compte plusieurs centaines d'insectes. Les ouvrières sont aux petits soins pour les larves. Si elles sont bien nourries, celles-ci deviendront un jour des mâles et des femelles fertiles qui pourront à leur tour perpétuer l'espèce. Pour les dernières ouvrières de l'été, la course au pollen redouble. Les trèfles comptent parmi les fleurs préférées des bourdons, qui sont quasiment les seuls insectes capables de les féconder. Une chance pour les bovins, car les trèfles jouent un rôle essentiel dans leur alimentation. Fin août, les fruits de la haie commencent à mûrir. Elle entre dans sa période rouge. L'églantier a bien changé. Fécondés par les bourdons, les abeilles et les autres butineurs, les roses sauvages sont devenues de belles baies rouges, les cynorrhodons. Des chevelures bizarres poussent sur l'églantier. C'est une minuscule guêpe parasite qui a piqué la plante. En réaction, l'églantier a développé cette excroissance qui cache une étrange créature. Le petit monstre n'est autre que la larve de la guêpe. Avec sa piqûre, elle a obligé l'églantier à fabriquer un abri pour sa progéniture. La plante offre ainsi le gîte et le couvert à son propre parasite.
un monstre mécanique surgit dans le bocage. Le tracteur a remplacé les outils d'autrefois, mais l'action est la même depuis toujours. L'homme taille les haies. Une opération destructrice ? En apparence seulement, car la végétation redoublera bientôt de vitalité. Tout l'été, la haie a abrité la vie. Elle va se régénérer et continuer à jouer son rôle de bienfaitrice. Septembre. Un étrange silence règne dans le palais royal. La colonie de Bourdon s'est éteinte. Seules survivent les femelles fécondées. Elles font le plein d'énergie en butinant les dernières fleurs de l'été et se préparent à hiberner. Au printemps prochain, elles sortiront du sol, encore tout engourdies, et chercheront à leur tour à fonder une colonie. Ainsi se dessine un des grands cycles de la vie du bocage. Une histoire de lien aussi fort qu'invisible entre les bêtes et les hommes. Au commencement, il y a le campagnol. En le chassant, le renard et la buse libèrent son terrier. Le bourdon s'y installe pour se reproduire. Il butine la prairie et féconde ses fleurs. Les vaches broutent les trèfles et prospèrent. Sans le savoir, le renard et la buse favorisent le bétail. Cette histoire est d'abord une leçon de sagesse. Dans le bocage, l'homme et la vie sauvage partagent un même territoire et se rendent une multitude de services. L'équilibre du bocage vient d'une époque où le paysan savait coopérer avec la nature. Pourvu qu'il soit préservé longtemps et qu'il frémisse encore de 1001 histoires secrètes.